parole à Cécile Grosjean, qui est socio-esthéticienne, en partie chez nous, en partie ailleurs. Elle va tout vous expliquer. Cécile. Merci beaucoup, Gérard. Alors avant de commencer, je tiens à remercier l'association APAC pour m'avoir proposé d'intervenir dans cet après-midi, ainsi que l'association de la Ligue contre le cancer, et notamment mon directeur, M. Vandelbuck, et ma responsable, Géraldine Mathieu. Donc moi, cet après-midi, je vais venir vous parler de mon métier de socio-esthéticienne en cancérologie. Alors, tout d'abord, je souhaite vous proposer une définition de ce qu'est mon métier de socio-esthéticienne, métier qui est souvent mal connu. Donc, ce qui est vraiment différent du métier d'esthéticienne, puisque la socio-esthétique va se baser sur une approche globale et corporelle de la personne. Elle n'est pas seulement l'application de soins esthétiques traditionnels, techniques ou performants auprès d'un public en souffrance. C'est avant tout une méthode d'accompagnement que l'on va proposer et de réhabilitation de la personne fragilisée. L'objectif étant de privilégier les dimensions sociales, humaines et psychologiques du soin afin de permettre une expression de soi à travers le vécu corporel des séances. Elle possède comme support de soins et comme principal outil le toucher. Alors, ces objectifs, au niveau de la prise en charge socio-esthétique, principalement, vont être d'encourager la démarche d'autonomie du patient en mobilisant les ressources personnelles de chacun. À savoir que l'on va vraiment être dans une démarche de redonner des outils et de ne pas créer de dépendance pour les patients auprès du professionnel. Cela va permettre également de continuer à faire vivre des expériences corporelles de ressourcement, de plaisir et de détente. Également, enfin, on va pouvoir redonner des repères physiques et psychologiques grâce à un cadre de soins structurant. Alors, je reviens à cette notion esthétique et socio-esthétique, une véritable différence. Pourquoi ? Alors, avant tout, au niveau de la profession de socio-esthéticienne, on va retrouver une démarche non commerciale, contrairement aux instituts traditionnels, puisqu'il va y avoir une gratuité des soins, une absence de vente et également une adaptation aux besoins de chaque patient. Également, la socio-esthéticienne va se diriger vers le patient, contrairement aux instituts où c'est le client qui va prendre rendez-vous. Bon, en termes, là, ici à la Ligue contre le cancer, cette notion n'est pas tout à fait vraie puisque ce sont les adhérents qui viennent prendre rendez-vous. Mais sinon, dans le secteur médical, c'est la socio-esthéticienne qui va s'adresser aux patients. Et le point le plus essentiel de différence entre le métier d'esthéticienne et de socio-esthéticienne, c'est d'avoir un rapport à l'être et non au paraître. Alors la socio-esthétique, c'est une véritable discipline, elle a trouvé sa légitimité puisqu'elle est reconnue maintenant parmi les soins de support dans la mesure 42 grâce au premier plan cancer qui a été rédigé par le président Jacques Chirac. Son mode de fonctionnement va être spécifique, elle va être inscrite dans le projet d'établissement ou associatif et son statut va pouvoir être soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendante, ce qui est le cas à l'association de la Ligue contre le cancer où je suis indépendante. Le public va être assez vaste et les secteurs assez différents puisque notre rôle va pouvoir s'adresser déjà aux nourrissons, aux enfants et adolescents et les soins vont pouvoir être aussi adressés aux hommes comme aux femmes. Notre secteur d'intervention va pouvoir être réalisé en milieu social, médico-social et bien sûr médical. Alors pour intégrer et être diplômé du titre de socio-esthéticienne, bien sûr on va avoir des prérequis obligatoires puisque ce diplôme s'adresse déjà aux esthéticiennes qualifiées des diplômes d'esthétique traditionnels. C'est une formation spécifique qui est suivie et délivrée par l'école du CODES qui est le centre de référence aujourd'hui en France, cours d'esthétique à option humanitaire et sociale. Le titre est maintenant reconnu dans le répertoire national des certifications professionnelles. Au cours de cette formation, en effet, il est nécessaire que nos techniques esthétiques soient parfaitement acquises, puisque vous pouvez voir
que ce que l'on va aborder est nettement différent. Notamment, on va pouvoir acquérir l'apprentissage du modelage facial en vis-à-vis, des notions de maquillage correcteur, des initiations d'outils à la relaxation et des notions spécifiques, notamment sur le fonctionnement de l'univers social et médical, que ce soit au niveau de la législation, de la hiérarchie, etc. Elle va également aborder de nombreux domaines spécifiques, notamment au niveau de la psychologie, pour apprendre à être dans une réelle qualité d'être et de relation d'aide. On va également avoir des outils sur l'écoute active. On va aborder d'autres domaines, notamment comme la psychiatrie, bien sûr la cancérologie, les soins palliatifs. Alors, plus spécifiquement, maintenant, mon activité concrètement à l'Espace Ligue de Nice, où j'exerce maintenant depuis 5 ans. Donc, ce qui est le point fort de cet espace, c'est qu'il propose un accompagnement à l'extérieur de l'univers médical, ce qui va pouvoir permettre aux patients de se retrouver dans un lieu plus douillet, plus confortable. On va proposer des rendez-vous, ce qui va permettre un suivi régulier durant toute la période de traitement, et ce, dès l'annonce du diagnostic, pendant la période de traitement, que ce soit au niveau de la chirurgie, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, mais également après la période de traitement, par rapport à ce problème de vide qui est souvent ressenti lorsque le médecin annonce que l'on se revoit dans 6 mois. Que fait-on de toute cette période de vide? Donc l'accompagnement, c'est aussi proposé à ce moment-là. Concrètement, donc mes soins au niveau de l'accompagnement socio-esthétique, principalement, on va retrouver le maquillage correcteur et les cours d'auto-maquillage. Donc notamment par rapport aux femmes qui sont en traitement de chimiothérapie pour pallier à tout ce qui est modification de l'image corporelle, que ce soit au niveau de la perte des sourcils, des cils, la modification de la couleur du teint, etc. On va aussi avoir un rôle au niveau du conseil en image par rapport à l'apprentissage du nouage de foulard, tout ce qui est aussi accessoirisation, mettre de la gaieté dans son image. On va initier aussi les patientes à tout ce qui est apprentissage de l'auto-soin et des règles d'hygiène. On va aborder aussi les contre-indications durant les traitements, telles que l'exposition au soleil, l'emploi d'huile essentielle. Après, on va pouvoir aussi avoir un rôle au niveau de tout ce qui est réappropriation du corps au niveau de, par exemple, des modelages des cicatrices, sans bien sûr avoir un rôle thérapeutique comme le kiné. Là, on est vraiment dans l'ordre de quelque chose de beaucoup plus psychologique. Il va y avoir tout ce qui est conseil en accessoires de lingerie adaptée, ou pouvoir trouver les outils, comment les choisir, comment les placer. Il va y avoir également une initiation au niveau du soin des mains et des pieds, notamment par rapport aux traitements comme les taxanes qui fragilisent beaucoup les ongles et la peau. Mais également, la socio-esthétique, c'est aussi de pouvoir retrouver un mieux-être dans son corps. Donc on va travailler principalement aussi sur tout ce qui est effleurage et modelage corporel, que ce soit au niveau du dos, au niveau du corps, du visage et du cuir chevelu. Alors on va retrouver des bénéfices corporels, bien évidemment, notamment celui de préserver la féminité, de soulager les douleurs et les tensions pour ressentir un apaisement physique, même si cela est momentané. On va permettre d'acquérir une hygiène corporelle adaptée pendant les traitements. On va permettre de reprendre conscience des différentes parties du schéma corporel, puisque souvent la maladie et les soins médicaux amènent parfois le patient à être dans un oubli, voire un rejet de son corps. Donc c'est pouvoir aussi le réinvestir d'une manière positive. On va apporter bien-être, détente, confort, et également il va y avoir un travail sur la valorisation de l'image de soi. Donc ce qui va de pair avec le fait d'encourager l'estime de soi, donc là on va retrouver les bénéfices psychologiques. Cela va permettre aussi de préserver les repères identitaires, de vivre à nouveau un toucher positif, ne pas être seulement dans des soins médicaux qui sont souvent intrusifs et vécus comme des agressions. On va axer l'attention sur une partie positive du corps. On va permettre aussi la diminution du stress et des angoisses, là aussi, même si ce n'est que momentané. On va pouvoir se détacher des problématiques quotidiennes. La socio-esthétique, c'est aussi pouvoir parler de choses plus légères, de maquillage, de beauté entre femmes.
solliciter l'essence pour aider à réinvestir le corps, et on va générer enfin une attitude d'ouverture. Alors vous l'aurez compris, le rôle principal de la socio-esthéticienne, ça va être aussi celui de toucher, ce qui va permettre de dénouer les tensions corporelles importantes, d'apporter un équilibre entre le corps et le mental. On va permettre de prendre conscience de son enveloppe corporelle en redonnant les limites du corps et la notion de contenance. On est bien sûr dans une gestuelle adaptée et pas du tout morcelante, mais au contraire pour renforcer cette notion de contenance, surtout s'il y a eu des amputations ou des chirurgies importantes. C'est aussi le toucher, être à l'écoute de son corps et de ses ressentis, ça va pouvoir aussi faciliter la communication. Donc pour ma part, j'ai la chance au niveau de l'Espace Libre d'avoir un environnement adapté et chaleureux, ce qui est souvent remarqué par nos patientes. Donc on est préservé au niveau des nuisances sonores. L'ambiance va être propice à la détente, on a de l'encens, des odeurs agréables, de la musique de relaxation, et ça va être également dédié à la cancérologie. On ne va pas se retrouver comme dans une cabine d'institut en ville. Les patientes vont pouvoir aussi retrouver des accessoires adaptés à ce qu'elles sont en train de vivre, notamment par rapport à tout ce qui est turban, foulard, prothèse capillaire. Bien sûr, donc le contexte est réfléchi. Au-delà de l'accueil, c'est aussi l'utilisation de produits spécifiques qui va être dédié aux personnes fragilisées et sous traitement. Ces produits vont avoir des principes actifs adaptés et ils vont permettre de soulager les effets secondaires des traitements. Tout ceci est bien sûr possible grâce à des partenariats qui sont établis avec les laboratoires, grâce à une association, la Ligue, qui nous fournit le matériel et qui achète tout ce qu'il y a de nécessaire pour la réalisation des soins. Et tout cela est bien sûr possible grâce à des dons pour un travail de qualité. Alors, concrètement, le déroulement d'une séance de soins, la personne ne va pas rentrer dans la cabine et s'installer directement comme à l'institut pour recevoir un soin. Il va déjà y avoir un temps dédié à l'échange avec une prise de contact, la verbalisation du ressenti avant la séance et à l'instant T où la patiente va arriver. On va pouvoir donc grâce à cela évaluer ses besoins et donc ce qui va me permettre d'orienter mon soin futur. Ensuite, bien sûr, on va s'installer, il va y avoir la réalisation technique du soin et ensuite on va également prendre un temps d'échange sur le vécu de la séance. Alors la Ligue, c'est aussi une équipe soudée où la socio-esthéticienne va avoir sa place puisqu'elle va apporter des informations complémentaires dans un domaine de compétences qui lui est propre, donc le corps. Elle contribue, toute cette équipe contribue à la prise en charge pluridisciplinaire des patients et cela afin de mieux cibler les besoins de chaque personne, d'améliorer la connaissance de nos patients et d'avoir une prise en charge commune et cohérente pour le mieux-être de toutes nos personnes. Donc voici ma conclusion suite à ces 5 années d'exercice à l'Association de la Ligue contre le cancer. Ce que je retiens principalement pour ma part, c'est un rapport authentique avec les patients que je rencontre. Mon métier permet et appelle à créer une relation de confiance entre deux personnes. Cette relation peut exister par un dialogue sincère, ce qui en fait une profession humainement très riche. Également, le deuxième point que je peux mettre en évidence, c'est un mouvement donner-recevoir. Il n'y a pas le professionnel qui va apporter et le patient recevoir. On est dans un mouvement en perpétuel échange. Apprendre de l'autre avec un grand A pour développer notre compréhension et notre fonctionnement dans la relation afin de s'adapter au mieux aux personnes que l'on accompagne et qui suivront après. Voilà, pour terminer, une petite phrase de l'OMS qui a été citée en préambule de la Constitution. La santé est un état de complet bien-être physique, psychique et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Je vous remercie. Merci, Cécile.
Bonjour, je m'appelle Patricia et donc moi-même je suis à la Ligue depuis une bonne année maintenant. Je n'ai que des éloges à faire à toutes les personnes qui m'ont énormément aidé, aussi bien moralement, enfin à tout point de vue. Mais j'ai un souci depuis quelque temps et je pense ne pas être la seule. Je me dis, et après la Ligue? Et ça me travaille beaucoup. Et moi-même, j'aimerais pouvoir faire quelque chose, aider d'une équipe, ou envisager quelque chose après la Ligue. Mais en parallèle, voilà. Et encore tous mes remerciements à toutes les personnes de la Ligue, aux intervenants, bénévoles, à monsieur et madame les responsables. Voilà. Quand vous dites après la Ligue, c'est pour quel type de prise en charge? Toujours un peu morale et par rapport à notre cancer qui est différent pour chaque personne, c'est quand même un grand point d'interrogation parce que bien sûr on va continuer encore d'aller à la Cassagne ou dans d'autres établissements tous les 6 mois, mais il y a un grand point d'interrogation, je veux dire. Vous venez de résumer en une question le pourquoi d'un partenariat avec la PAC. Voilà, quelque part. Nous en reparlerons. Mesdames, vous avez une réponse à apporter à madame? C'est pas une obligation. Non, j'ai pas de réponse spécifique. Après la Ligue, disons que théoriquement, enfin suivant le type de cancer, il y a un suivi, je pense, et un suivi médicamenteux pendant X années, peut-être 5 ans ou pas, mais bon, généralement, c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre de temps, on peut vous déclarer en rémission et on peut vous dire, voilà, maintenant c'est fini, vous êtes hors d'état hors de danger, voilà, et à ce moment-là, le cancer, pour le coup, il faut qu'il soit derrière. Donc il ne s'agit pas non plus de... Voilà, il faut vraiment faire un travail de deuil à un moment donné, mais encore faut-il effectivement que ce nombre d'années soit passé pour qu'on vous dise, voilà, maintenant c'est fini, vous pouvez être rassuré, c'est terminé, voilà. Mais effectivement, tant qu'on n'est pas dans cette période-là, où on vous dit, voilà, il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus d'épée de Damoclès, il n'y a plus ci, il n'y a plus là, il y a effectivement... alors tout à l'heure, je parlais d'un an renouvelable, qu'il ne s'agit pas de s'installer, etc. Effectivement, mais même si on a passé un an et demi, voire 2 ans en activité forte à l'espace Ligue, et même si on vous dit, voilà, on va espacer les rendez-vous parce qu'on a déjà en plein traitement qu'il faut qu'on prenne en charge, que vous, on a déjà fait un bon parcours avec vous, c'est pas pour autant qu'on va vous dire, voilà, c'est fini, vous ne mettrez plus les pieds à la Ligue. Pas du tout. Il y aura toujours un suivi, ne serait-ce qu'une fois par trimestre ou une fois par mois. Il y aura toujours un pied dans la Ligue jusqu'à ce qu'effectivement la personne nous dise, voilà, maintenant j'ai plus besoin de vous, je me sens rassurée, je suis hors de cette histoire, le cancer, il est derrière. Voilà, et dans ma tête, et dans mon corps, et voilà. Mais sinon, effectivement, là je parlais vraiment pour la prise en charge active, où là vraiment on a vraiment besoin de nous pendant les traitements, juste après les traitements, ou voilà. Et après, effectivement, il y aura toujours, la porte est toujours ouverte, tant que la personne a besoin d'être rassurée, d'être réconfortée, et voilà. C'est d'elle, après, qui viendra nous... Généralement, ça s'est déjà vu, que les personnes viennent nous dire, voilà, maintenant, pour moi, c'est une histoire qui est finie. Voilà. Merci Géraldine. Bonjour, je voulais vous dire, madame, qu'après la Ligue, il y a la Ligue. Parce qu'en fait, nous, on est un petit département, on n'a pas tout ça qui est formidable. Et on n'est pas si riche, mais après la maladie, les femmes, les gens nous rejoignent et deviennent des bénévoles. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à la Ligue. Il y a du dépistage, il y a de la prévention, il y a du témoignage. Et donc après, ça permet aussi de revenir, et bien voilà, on ne se quitte plus. 60% des gens vont guérir de leur cancer. Donc voilà, après on est là encore. Et c'est pour ça que la Ligue a 13 000 bénévoles et 700 000 adhérents.
Effectivement, beaucoup d'anciens malades dans nos bénévoles. Beaucoup. Oui. Pas que, mais beaucoup. Nos malades sont riches des dons que nous donnent nos donateurs. Je reprends parce que la Ligue est riche, ça me fait drôle. Non, moi simplement, je voulais dire exactement comme Florence, c'est-à-dire vous avez tout ce qu'il faut pour être bénévole chez nous. Hein. Donc, comme ça, on ne se quitte pas. Voilà, vous excusez, nous sommes en plein recrutement. Bien, merci beaucoup.